Vous êtes sur One TV et merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Donc voici les titres. L'agression subie par des journalistes et certains députés togolais et surtout le Sénégalais Guy Marius Sagna suscite assez de réactions. On vous fera part de quelques-unes dans cette édition. Une maladie virulente décime le corps médical dans un premier temps au Rwanda. Éclatée vendredi, elle a déjà fait 8 morts. Dernier bilan rendu public ce lundi. On fera donc cas de cette maladie d'un instant à l'autre. Voilà les titres à développer. Bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition par les séries de réactions suite donc à l'agression du député et certains journalistes. Et bien à propos donc des journalistes, le patronat de la presse togolaise a dénoncé à travers un communiqué l'agression et la confiscation du matériel de certains confrères qui couvraient dimanche une activité politique au siège de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Honoré Kouda a exhorté les forces de l'ordre à protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, dont certains membres seraient sur les lieux pendant l'agression. Le Sénégal, pour sa part, a condamné l'agression d'un de ses députés lors d'une réunion de l'opposition au Togo ce week-end et réclamé une enquête. Guy Marius Sagna, député du PASTEF et également parlementaire de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, participait à ce dernier titre à une réunion de citoyens togolais dimanche à Lomé quand il a été agressé, a rapporté le ministère des Affaires étrangères sénégalais. Ce même ministère a affirmé avoir saisi son homologue du Togo. Ce dernier lui aurait donné des garanties quant à la sécurité du député Guy Sagna de la CEDEAO en séjour parlementaire à Lomé. Et puis toujours au Togo, dans une société où les démarches administratives peuvent représenter un véritable parcours de combattants, les hommes ont un rôle crucial à jouer en accompagnant les femmes dans l'obtention de certains documents essentiels comme l'acte de naissance. Pourtant, par manque de soutien, beaucoup de femmes se retrouvent encore laissées pour compte, freinant du coup leur inclusion et leur émancipation. En s'engageant activement aux côtés des femmes dans les démarches administratives, les hommes peuvent jouer un rôle déterminant en supprimant les obstacles qui freinent l'accès équitable aux documents essentiels, contribuant ainsi à l'émancipation et à l'inclusion des femmes dans la société. Cependant, par négligence ou par manque de volonté, les femmes sont parfois laissées pour compte dans ces démarches, notamment pour l'obtention de pièces cruciales comme l'acte de naissance qui représente la première preuve d'identité. Maître Noussoissi Agué, consultante en genre et en droits humains, voit une fuite de responsabilité. Je pense que c'est essentiellement une question de négligence, surtout lorsque nous prenons par exemple l'acte de naissance, qui est le premier acte, comme nous l'avons dit aujourd'hui. Avant, on peut dire que c'est peut-être un peu plus compliqué que quitter peut-être son village, son quartier, pour aller dans une mer. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons les bureaux d'état civil à côté des centres de santé qui peuvent faciliter la déclaration de naissance, je crois que c'est une question de négligence essentiellement. Parce que quand on fait par exemple des audiences foraines pour délivrer des jugements supplétifs, vous allez voir des tas de jugements qui traînent dans les bureaux parce que les personnes pour qui on a établi ces jugements supplétifs ne viennent pas pour les récupérer. Les lenteurs administratives et les complications liées à certaines pièces découragent parfois les individus, les poussant à abandonner. Dans certaines situations, comme l'insécurité, l'État doit être plus vigilant dans les processus rendant nécessaire, voire obligatoire pour chaque citoyen de posséder une pièce d'identité. Il peut arriver que dans certaines situations, lorsque un État vit des situations d'insécurité, par exemple, que l'État puisse être amené à vérifier les pièces d'identité des citoyens qui circulent dans la rue. Donc il faudrait que les gens puissent garder en mémoire que c'est non seulement un devoir, mais une obligation pour eux d'avoir les pièces d'identité. Qu'en est-il du rôle des hommes dans l'accompagnement des femmes et des épouses dans leurs démarches parfois complexes? Oui, les hommes peuvent le faire parce que
ne perdons pas de vue que lorsque nous sommes dans une union, que ce soit une union légale ou pas, on est dans un cadre de partenariat. Et entre partenaires, on doit pouvoir se rappeler nos droits, on doit pouvoir s'accompagner mutuellement pour l'effectivité de ces droits-là. Donc, je me dis, un homme qui est peut-être plus informé, qui a peut-être plus d'informations sur la procédure d'établissement des actes d'état civil, sur la procédure pour aller chercher le certificat de nationalité, sur la procédure pour avoir la carte d'identité nationale, doit pouvoir d'abord faire en sorte que la femme puisse aller vers les services administratifs et pouvoir se délivrer ses actes. Il y a des cas où on se retrouve dans des situations où certains hommes constituent peut-être des obstacles pour les femmes. Certains hommes qui refusent par exemple que les femmes puissent aller vers les institutions qui veulent bien porter assistance aux femmes. C'est dans l'intérêt de la famille qu'une femme dispose de ses pièces d'identité. Au-delà des normes culturelles, des pratiques et des stéréotypes qui freinent les femmes dans leur élan, l'État doit aussi jouer la carte de proximité en vue de faciliter l'accès des pièces identitaires à tous. Le Sénégal a récemment entamé une révision en profondeur de ses contrats et accords signés avec ses partenaires étrangers, conformément aux promesses électorales du président Diomaye Faye. Un comité a été mis en place pour inventorier ces conventions, notamment dans les secteurs stratégiques comme le pétrole, les mines et surtout la pêche. L'objectif est de rectifier les déséquilibres contractuels et de rétablir une plus grande équité lorsque les engagements des partenaires n'ont pas été respectés. Ces accords, parfois jugés injustes par le camp présidentiel, résultent d'une longue histoire des relations politiques et économiques entre le Sénégal et des puissances étrangères, notamment européennes. Faye prône une rupture avec certains accords comportant des clauses abusives favorisant de manière disproportionnée un co-contractant. Toutefois, il insiste sur le fait que cette volonté de renégociation ne vise pas un pays en particulier, y compris la France, ancienne puissance coloniale. Bien que la France ait joué un rôle important dans les accords coloniaux en Afrique, la démarche sénégalaise s'étend à d'autres partenaires internationaux. La langue française, héritée de la colonisation, est perçue comme un élément culturel et que le Sénégal accepte sans ressentiment tout en poursuivant l'objectif de diversifier ses alliances. Le président Faye souligne l'autonomie du Sénégal dans ses choix diplomatiques, affirmant que le pays reste maître de ses partenariats et n'est soumis à aucune influence extérieure. Ainsi, Faye souhaite redéfinir les termes de la coopération avec les anciens partenaires occidentaux tout en exploitant de nouvelles collaborations avec d'autres nations. Les accords coloniaux établis entre la France et les pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, comprenaient des dimensions économiques, politiques et militaires. Ces accords, mis en place au moment des indépendances dans les années 1960, visaient à maintenir des relations étroites entre la France et ses anciennes colonies tout en accordant une indépendance formelle à ces pays. Cependant, ils ont souvent été perçus comme une prolongation de l'exploitation coloniale, perpétuant une dépendance économique et politique. Au cours des dernières années, des pays comme le Sénégal, le Bénin ont initié un processus de réévaluation de ces accords dans le but de rééquilibrer leurs relations avec la France et de diversifier leurs partenariats à l'échelle internationale. Après le virus Ebola Mpox, un autre virus attaque l'Afrique centrale. Le Rwanda, pays d'Afrique centrale, justement, a déclaré une épidémie vendredi et 2 jours plus tard, 8 premiers décès ont été signalés. À ce jour, 26 cas ont été confirmés et 8 personnes malades sont décédées, a déclaré dimanche soir le ministre rwandais de la Santé. Reportage. Le Rwanda est actuellement touché par le virus de Marburg, une fièvre hémorragique similaire à celle d'Ebola. Le ministre de la Santé a communiqué un premier bilan faisant état de 8 décès et de 24 personnes contaminées actuellement en traitement, dont la majorité sont des professionnels de santé. Jusqu'à présent, nous avons activé tous nos mécanismes de réponse. Nous travaillons avec différents partenaires ainsi qu'avec les institutions gouvernementales pour nous assurer que nous stoppons la propagation le plus rapidement possible. Dans le pays, le premier cas testé provenait de l'un des hôpitaux universitaires de Kigali. Il s'agissait d'un patient suivi dans une unité de soins intensifs d'urgence qui ne répondait pas aux autres traitements.
De nombreux tests ont été effectués, notamment sur ces maladies virales qui sont nombreuses, et le résultat s'est avéré positif. C'est à partir de ce moment que des professionnels de santé, dont certains présentaient déjà des symptômes, ont été testés et se sont révélés positifs. Le virus de Marburg est extrêmement virulent et se transmet par le sang ainsi que les fluides corporels, affectant simultanément plusieurs organes. Il tire son nom de la ville allemande où il a été identifié pour la première fois en 1967 dans un laboratoire où des employés avaient été exposés à des singes infectés en provenance d'Ouganda. Une note du sport dans cette édition, le tirage au sort du tournoi qualificatif de la zone UFOA-B pour la Coupe d'Afrique des Nations U20. Total Énergie 2025 a livré son verdict ce jeudi à Abidjan. En tant que pays hôte, le Togo sera la principale attraction du groupe A aux côtés du Niger, du Ghana et du Bénin. Boris Tota pour plus de précision. Pour cette édition, les équipes U20 sous la houlette de l'entraîneur Mensa Metokodo bénéficieront de l'avantage de jouer à domicile. La ville de Lomé accueillera cette compétition du 17 au 31 octobre 2024, une opportunité pour le Togo de briller devant son public et de se qualifier pour la phase finale de la CAN U20. Logé dans un groupe à 4 équipes, le Togo devra batailler face à ses adversaires comme le Ghana, le Niger et le Bénin. L'objectif est clair, décrocher une place en demi-finale, puis viser la finale pour valider un ticket direct pour la phase finale de la CAN U20. Dans le groupe B, d'autres cadors du football ouest-africain s'affronteront, le Nigeria, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Avec seulement 2 places en jeu pour la finale, la compétition s'annonce intense, chaque équipe cherchant à décrocher l'un des 2 billets pour la CAN U20 2025. Les jeunes éperviers auront à cœur de se transcender pour écrire leur propre page de gloire. Jouer devant leurs supporters leur donnera un atout supplémentaire, mais il faudra afficher une grande solidarité et efficacité pour se défaire de concurrents comme le Ghana, le Bénin ou le Niger. Le rendez-vous est donc pris pour le mois d'octobre où les regards de toute l'Afrique de l'Ouest seront tournés vers Lomé dans l'espoir de découvrir les 2 qualifiés de la zone Ouest B pour la phase finale de la CAN U20. Le tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 aura lieu le 9 octobre prochain. Cette étape importante marquera le début du parcours des équipes locales en liste pour une qualification à la phase finale de la compétition. Le Togo engagé dans la zone UFOA-B connaîtra à cette occasion son adversaire et le format de son entrée en liste. Le tirage permettra de déterminer le chemin à parcourir pour atteindre la phase finale qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les éperviers locaux sont actuellement en pleine préparation pour ces éliminatoires. La sélection est en regroupement jusqu'au 1er octobre 2024 sous la direction du staff technique afin de peaufiner les stratégies et maintenir une bonne condition physique. À ce jour, plusieurs équipes de différentes zones de la Confédération africaine de football CAF sont officiellement inscrites pour la phase des éliminatoires. Rappelons que la phase finale du CHAN 2024 sera organisée conjointement par 3 nations, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Voilà, nous souhaitons donc bonne chance aux différentes équipes togolaises engagées dans ces différentes compétitions continentales. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez câblés One TV, nos différents programmes vous seront présentés tout au long de la soirée. À très bientôt.